Bac Centre étranger 2022. Quelques utilisations du condensateur. Partie 1. La balance capacitive. Dans la vie quotidienne, certaines balances électroniques utilisent un capteur à capacité variable afin de mesurer la masse des objets. Pour comprendre le fonctionnement d'un tel dispositif, on envisage dans cette partie une modélisation très simplifiée dans laquelle la balance est modélisée par un condensateur comportant une armature mobile reliée au plateau de pesée et une armature fixe reliée au support de la balance. Le modèle étudié est schématisé à l'écran. Lorsque la balance est à vide, sans masse sur le plateau, la distance entre les deux armatures est notée E indice 0. Lorsqu'un objet de masse M est posé sur le plateau de pesée, les armatures du condensateur se rapprochent, modifiant alors la valeur de sa capacité C. Les deux armatures ne peuvent pas entrer en contact grâce à la présence de petites butées de taille négligeable devant E0. La mesure de la capacité C par un dispositif permet alors de déterminer la masse M de l'objet. Capacité d'un condensateur plan. La largeur des armatures fait 3 cm, la longueur des armatures 4 cm, la petite butée 0,50 mm. Et on appelle petit e la distance entre les deux armatures. On admet que la capacité du condensateur plan, décrit précédemment, s'écrit epsilon 0 fois epsilon r fois S divisé par E, avec C la capacité du condensateur en farad, epsilon 0 la permittivité diélectrique du vide, qui vaut 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre, epsilon r la permittivité diélectrique relative de l'isolant entre les armatures, pour l'air, epsilon r est égal à 1, grand S la surface des armatures, petit e la distance entre les deux armatures. Lorsque la balance est à vide, la distance entre les deux armatures vaut E indice 0 égale à 1 cm. Domaine d'utilisation de la balance. Déterminer la valeur de la capacité C indice 0 du condensateur lorsque la balance est à vide. On suppose que epsilon r est égal à 1. Commenter. Lorsque la balance est à vide, la distance entre les deux armatures du condensateur est égale à E indice 0. Reprenons l'expression de la capacité du condensateur. Nous avons C0 est égal à epsilon 0 fois epsilon r fois grand S divisé par E indice 0. La surface des armatures correspond au produit de la largeur par la longueur. Passons à l'application numérique. Epsilon 0 vaut 8,85 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. Epsilon r vaut 1. Grand L vaut 4 cm, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Petit l vaut 3 cm, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 2 mètres. E indice 0 vaut 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous obtenons une capacité C0 égale à 1 fois 10 puissance moins 12 farad, c'est-à-dire 1 picofarad. Préciser si la capacité du condensateur augmente ou diminue lorsqu'on place une masse sur le plateau. Lorsqu'on place une masse sur le plateau, les deux armatures du condensateur se rapprochent, la distance séparant les deux armatures diminue. Or, la capacité du condensateur est inversement proportionnelle à la distance petit e entre les deux armatures. Donc, si la distance entre les deux armatures diminue, la capacité augmente. Lorsqu'un objet de masse M est posé sur le plateau, la distance entre le plateau et le support passe de D indice 0 à D, et le plateau exerce sur l'objet une action modélisée par une force grand F dirigée vers le haut. La valeur de cette force est donnée par la relation grand F égale à K fois D0 moins D, avec K est égal à 980 Newton par mètre. L'objet de masse M étant à l'équilibre sur le plateau, vérifiez que connaissant la distance grand D entre le plateau et le support, on peut déduire grand M par la relation grand M est égal à K sur G fois D0 moins D, où G est l'intensité de la pesanteur. Petit g vaut 9,8 Newton par kilogramme. Dans le référentiel terrestre, l'objet
est soumis à son poids P et à la force exercée par le plateau de pesée grand F. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, l'objet de masse grand M est au repos, donc d'après la première loi de Newton, la résultante des forces qui s'y appliquent est égale au vecteur nul. On en déduit que la valeur du poids est égale à la valeur de la force F. La valeur du poids est égale à la masse de l'objet, grand M, multipliée par l'intensité du champ de pesanteur, petit g. La force qu'exerce le plateau de pesée sur l'objet est égale à K fois D0 moins D. On en déduit que grand M est égal à K fois D0 moins D sur petit g. En admettant que l'armature mobile du condensateur se déplace de la même distance que le plateau, lorsqu'un objet de masse grand M est posé sur celui-ci, calculez la masse maximale que peut mesurer cette balance. Soit D, la distance entre le plateau de pesée et le support de la balance. Cette distance vaut D indice 0 lorsque la balance est à vide, et lorsque la balance pèse un objet de masse maximale, cette distance est minimale, on la notera D indice min. Lorsqu'on pèse un objet de masse maximale, le plateau de pesée parcourt la distance D0 moins D min. La distance parcourue par le plateau de pesée correspond à la distance parcourue par l'armature supérieure du condensateur. L'armature supérieure du condensateur va venir se mettre en butée avec l'armature inférieure du condensateur. Elle aura ainsi parcouru la distance E0 moins petit h. Petit h étant la hauteur de la butée. Nous en déduisons donc que D0 moins D min est égal à E0 moins petit h. Nous pouvons alors calculer la masse maximale que peut peser la balance à l'aide de la formule trouvée à la question précédente. Grand M est égal à K fois D0 moins D min sur petit g. D0 moins D min est égal à E0 moins petit h. K vaut 980 newtons par mètre. E0 vaut 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 2 mètres. Petit h vaut 0,50 mm, c'est-à-dire 0,50 fois 10 puissance moins 3 mètres. Petit g vaut 9,8 newtons par kilogramme. Nous obtenons une masse maximale que peut peser la balance égale à 0,95 kg, c'est-à-dire 950 grammes. Mesure de la masse à peser. Pour déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et en déduire la valeur de la masse immobile sur le plateau, on étudie la charge du condensateur à partir du circuit à l'écran. À l'instant t est égal à 0 secondes, le condensateur est déchargé. On applique alors au circuit la tension grand E. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur. Choisissons un sens de parcours du circuit. Appliquons la loi des mailles à ce circuit. Grand E moins UR moins UC égale à 0. On peut réécrire cette loi UR plus UC égale à grand E. Or, d'après la loi d'Ohm appliquée au bord du conducteur ohmique de résistance R, UR est égal à R fois I. La loi des mailles devient alors R fois I plus UC égale à grand E. Le courant d'intensité I arrive sur l'armature de charge Q. La relation liant l'intensité I à la charge Q du condensateur est petit i est égal à la dérivée de la charge Q par rapport au temps. La loi des mailles devient alors R fois dQ sur dt plus UC égale à grand E. Or, la charge du condensateur est liée à la tension au bord du condensateur par la formule Q est égal à C fois UC.
La loi d'Émaille devient donc R fois la dérivée de C fois UC par rapport au temps plus UC égale à grand E. La capacité C du condensateur est une constante. On peut donc la sortir du signe dérivé et nous obtenons que R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est égal à grand E. Nous venons d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Déterminer l'expression de taux en fonction de R et de C pour que la fonction UC est égale à grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux soit solution de l'équation différentielle précédente. Pour cela, remplaçons dans l'équation différentielle UC par E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux. Calculons le terme en rouge. La dérivée temporelle de E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux est égale à E sur taux multiplié par exponentielle moins T sur taux. Développons le terme en vert. On obtient E sur RC moins E sur RC fois exponentielle moins T sur taux. Nous pouvons simplifier par E sur RC. Factorisons par E multiplié par exponentielle moins T sur taux. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut que l'un des facteurs soit nul. Or, exponentielle de moins T sur taux est une fonction non nulle. Grand E est une constante non nulle. Donc la relation n'est vraie que si 1 sur taux moins 1 sur RC est égal à 0. C'est-à-dire que taux est égal à RC. Grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux est solution de l'équation différentielle si taux est égal à R fois C. On enregistre les valeurs de la tension UC aux bornes du condensateur au cours du temps pour deux masses M1 et M2 différentes. Évolution de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps pour deux masses différentes. La courbe 1 correspond à une masse M1 et la courbe 2 correspond à une masse M2. Graphique 2, courbe d'étalonnage de la masse grand M pesée en fonction de l'inverse de la capacité du condensateur. Pour quelle courbe 1 et 2 du graphique 1, la valeur de la capacité du condensateur est-elle la plus élevée? Justifié. Déterminons les constantes de temps dans le cas 1 et dans le cas 2. La valeur maximale atteinte par la tension aux bornes du condensateur est égale à 5 volts. Au bout d'une durée égale à taux, la tension aux bornes du condensateur atteint 63% de sa valeur maximale. Ici, elle va atteindre 63% de grand E, c'est-à-dire 63% de 5 volts, c'est-à-dire 3,2 volts. Déterminons la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur atteint 3,2 volts dans le cas de la courbe 1 et de la courbe 2. Dans le cas de la courbe 1, cette durée correspond à 16 microsecondes et dans le cas de la courbe 2, cette durée correspond à 44 microsecondes. La constante de temps taux dans le cas de la courbe 1 vaut 16 microsecondes, dans le cas de la courbe 2, elle vaut 44 microsecondes. La constante de temps taux indice 1 est inférieure à la constante de temps taux indice 2. R fois C1 est donc inférieur à R fois C2. La capacité du condensateur dans le cas de la courbe 1 est inférieure à la capacité du condensateur dans le cas de la courbe 2. La valeur de la capacité du condensateur est la plus élevée dans le cas de la courbe 2. En exploitant les graphiques 1 et 2, déterminez la valeur de la masse pesée M indice 2. Pour pouvoir déterminer la masse M2, il nous faut connaître l'inverse de la capacité du condensateur.
Et pour connaître l'inverse de la capacité du condensateur, il nous faut connaître la constante de temps taux du circuit. La constante de temps taux du circuit vaut 44 microsecondes. Taux est égal à R fois C, donc 1 sur C est égal à R sur taux. R vaut 10 mégohms, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 6 ohms. Taux vaut 44 microsecondes, c'est-à-dire 44 fois 10 puissance moins 6 secondes. On obtient que l'inverse de la capacité du condensateur vaut 2,3 fois 10 puissance 11 farad moins 1. Reportons cette valeur sur le graphique numéro 2. Cette valeur correspond à une masse de 760 grammes.